Maintenant, je viens de dire qu'il faut développer les capacités d'être libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut articuler les savoirs. Les savoirs, alors là, c'est un point très important, parce que nous sommes véritablement au XXIe siècle. Le savoir, ce n'est pas l'équivalent de l'information. Nous vivons une révolution, la troisième révolution industrielle, qui est aussi une troisième révolution communicationnelle. Elle émerge, elle commence dans les années 70-80 du siècle dernier, et nous sommes dedans, complètement dedans, inextricablement dedans. Aucune révolution industrielle n'a jamais été aussi vite en termes de propagation sur la planète tout entière. Cette révolution, c'est la révolution numérique. C'est avec toute une série de conséquences, notamment biotechnologiques ou bien nanotechnologiques. C'est la révolution numérique qui modifie complètement les conditions de communication culturelle. Rien de semblable, c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand j'entends encore parfois la référence à 1968. Rien à voir. Rien à voir. 1968, c'était la vieille culture, pré-digitale, pré-numérique, enfin, c'était les bouquins rares. C'était l'école comme seule source d'autorité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les étudiants se révoltaient et en faisaient un enjeu. Nous sommes en 2022 et l'accès à l'information n'a jamais été aussi grand et aussi rapide. Alors ça présente des aspects très ambivalents. D'un côté, quel bonheur. Quel bonheur de pouvoir envoyer à nos collègues brésiliens ou africains des messages instantanés, d'avoir de manière gratuite des informations multiples, souvent bien faites, pourquoi pas? Il y a des sites très bien faits, très nombreux. Quel bonheur de pouvoir communiquer de façon planétaire. Il faut bien voir ça. La digitalisation, c'est nous extraire du local. Et nous sommes totalement extraits du local aujourd'hui. Donc, quel bonheur que celui de la digitalisation qui est le signe de la mondialisation culturelle. Mais en même temps, quel problème? Vous le savez bien. Nous venons passer de 2 années terribles, avec une omniprésence des écrans. Ça a été un laboratoire. Nous avons vécu les immenses pathologies que peut produire cet accès généralisé à l'information. C'est pour ça, mes collègues ici, quand ils parlent de l'épidémie, ils parlent de l'infodémie. L'infodémie. C'est le secrétaire général de l'OMS qui avait avancé ce concept nouveau. Il est promis un grand succès. L'infodémie, c'est ce chaos d'information qui a rendu tellement difficile l'organisation d'une politique de santé publique et de solidarité dans nos pays pendant 2 années très difficiles. L'infodémie est partout. Les smartphones, les écrans ont une puissance de distraction considérable. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'on se trouve devant un chaos culturel. On se trouve devant un affaiblissement généralisé des autorités culturelles et il n'y a qu'un seul antidote à ça. Qu'un seul. C'est doter chaque individu de la capacité de construire un savoir et non pas simplement de passer d'information en information. Pour cela, oui, nous avons besoin, plus que jamais, d'enseigner des règles de cohérence, de rigueur, de logique, formelle, mesdames et messieurs les professeurs de mathématiques, argumentative, mesdames et messieurs les professeurs de français. Nous avons besoin de distance historique. Je peux vous donner l'information que la tête de Louis XVI a roulé en 1791, ce n'est qu'une information. Des têtes de monarques qui tombent, il y en a tous les jours.
Mais comprendre que quand cela s'est produit, cela a modifié radicalement la politique européenne, que cela nous a fait rentrer dans un nouvel âge de la politique, qu'un monde s'est effondré, ça c'est un savoir, c'est une contextualisation. Donc nous avons besoin de distance historique, nous avons besoin de distance méthodologique, nous avons besoin d'enfants qui apprennent à écouter les autres, et parfois les très lointains. Oui, même un poète grec, dont il ne partage absolument aucun élément au niveau du monde vécu. Il faut apprendre à écouter un poète grec, le comprendre. Alors, donc, favoriser les conditions d'accès au savoir de chacun. C'est ça le sens des compétences cognitives. Un mot encore, concernant les régimes de validité. Il va de soi que dans le monde un peu chaotique, nous tombons très vite dans un relativisme culturel. On l'a vu pendant la pandémie, la contestation de la science. Notre école n'a jamais contesté la diversité des validités. Et elle doit au contraire défendre cette diversité des validités des savoirs. La science a son régime de preuve. Il est empirique, il est formel. Il est empirico-formel. L'histoire, la littérature, le sien. C'est l'herméneutique. Il faut être fidèle au texte, il faut suivre, être complet dans un commentaire de texte. Pas parce que vous êtes en littérature que vous pouvez dire n'importe quoi. Il y a même une validité religieuse. Validité religieuse, c'est la conformité des croyances à ce qui a été débattu déjà de longue date par des communautés de croyants. La diversité des régimes de validité est très importante. C'est pour ça que l'école enseigne des savoirs pluriels, et l'école catholique a toujours fait ça dans son histoire. Elle n'a jamais reculé devant l'enseignement de la science, elle n'a jamais reculé devant l'enseignement d'une civilisation complètement différente, dont on parlait tout à l'heure, la civilisation gréco-latine. Nous défendons donc la pluralité des validités, mais nous refusons absolument le monde post-vérité. C'est le monde de l'absurde, c'est le monde de la tyrannie, c'est le monde que, justement, comme établissement scolaire, nous devons combattre de toutes nos forces. Reconnaître la pluralité des validités, ce n'est pas du tout tomber dans le monde post-vérité, même si c'est reconnaître que la vérité n'est pas une et qu'elle passe par des processus de validation très différents les uns des autres.